service public de la sécurité sociale. Le système français de sécurité sociale est mis en place en 1945. L'ordonnance du 4 octobre 1945 indique qu'il est institué une organisation de la sécurité sociale destinée à garantir les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou supprimer leur capacité de gain à couvrir les charges de maternité et de famille qu'ils supportent. La sécurité sociale, c'est une œuvre de civilisation exceptionnelle, car elle est une application concrète du principe d'égalité de valeur des êtres humains, en ce qu'elle met en place des mécanismes de prévoyance collective pour que chacun puisse satisfaire ses besoins fondamentaux, quoi qu'il arrive. On sécurise les citoyens contre les risques dits sociaux d'origine personnelle, vieillesse, invalidité, maladie, maternité, décès, veuvage ou des situations d'origine économique comme le chômage ou des situations d'origine professionnelle, accident de travail, maladie professionnelle. La sécurité sociale rompt ainsi avec l'assistance pure fondée sur l'aumône avec la figure du pauvre démuni et rompt également avec le système d'assurance pure fondé sur le risque avec la figure du riche prémuni. La sécurité sociale rompt donc avec l'assistanat classique en ce qu'elle nous demande de cotiser en fonction de nos capacités, et elle rompt avec l'assurance classique en ce qu'elle ne nous couvre pas en fonction du risque encouru, mais de nos besoins. Aujourd'hui, on voit que la destruction de la sécurité sociale signifie le retour à un système d'assistance sociale. On vous fait l'aumône parce que vous êtes des incapables. Et ça va se réaliser par le revenu universel qui va revenir dans les discussions, et avec donc une retraite par capitalisation. Et ça signifie également un retour à l'assurance classique. Vous n'avez pas de pognon, vous ne pouvez pas vous couvrir et satisfaire vos besoins fondamentaux, tant pis pour votre gueule. Ça, c'est le système anglo-saxon. Alors une précision, je développerai, mais dans l'idée, on doit d'abord avoir une situation initiale correcte, c'est-à-dire être en capacité de satisfaire nos besoins fondamentaux, qu'ils soient physiques, physiologiques, affectifs, psychologiques, intellectuels ou moraux. C'est le rôle de l'État qui a une obligation de moyens en ce sens et qui doit mettre tout en œuvre pour que les citoyens aient une chance réelle et sérieuse de satisfaire leurs besoins fondamentaux, pas moins. Ensuite, deuxième point, on doit pouvoir conserver une situation personnelle correcte si un événement personnel, professionnel ou économique survient et affecte nos capacités de gain ou nos recettes. C'est le rôle de la Sécu. Alors sans entrer dans le détail et outre les régimes spéciaux qui, à mon sens, ont l'avantage de complexifier l'action de la racaille qui veut tout brader, voyons donc l'organisation de la Sécu, spécifiquement le régime général, pour pas alourdir plus l'affaire. Donc, lors de la création de la Sécu, il existait une caisse nationale unique pour les branches vieillesse, maladie et famille. Donc en 1945, l'ordonnance du 21 août 67 modifie cette organisation en créant donc la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la CNAMTS, qui gère les branches maladie, accident de travail, maladie professionnelle, la Caisse nationale des allocations familiales, la CNAF, qui gère la branche famille, la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés, la CNAVTS, qui gère la branche vieillesse, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l'ACOS, qui coordonne les organismes de la branche recouvrement, l'URSSAF, et assure la gestion centralisée commune de la trésorerie du régime général. Vous avez aussi maintenant la branche autonomie, créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2021. Donc la gestion de cette cinquième branche sera confiée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, CNSA, qui reprend différentes prestations actuelles dispatchées entre les départements, l'État et la Sécu. Alors comparons le tableau d'équilibre par branche du régime général de la sécurité sociale pour 2019 avec celui de 2020, avec les effets de la dictature sanitaire pour, au final, éviter un effondrement économique et financier de l'ensemble du système capitaliste mondial qui ne repose que sur une grande chaîne de Ponzi dont la clé c'est la demande de crédit. Alors que dans le même temps, comme tout le pognon est aspiré, les emplois perdus, délocalisés, etc., la demande mondiale
était plus que faible, sauf en Chine, et l'endettement déjà insoutenable. Et c'est la seule vraie cause du confinement planétaire fait par les racailles comme s'ils se souciaient de nos vies. Manque de bol, après avoir raboté de partout, malgré les non-compensations et les exonérations, on était presque à l'équilibre, et là en 2020, on est passé à moins 46 milliards. Et pour 2021, selon la loi de finances de fin 2020, on arriverait à moins 33 milliards. L'argument majeur qu'on nous ressort, c'est de dire il y a trop de vieux, il n'y a pas assez d'actifs, le système de la Sécu n'est pas viable, d'où les innombrables réformes. Voyons donc les conditions du succès de la Sécu. Le système de la Sécu suppose un bon taux d'actifs et un bon taux d'emploi. Alors oui, c'est plus dur avec des politiques publiques antinatalistes, antimonétaires, anti-emploi depuis 50 ans, forcément. Du coup, le système de retraite français compte actuellement 1,8 cotisants pour un retraité et un rapport qui devrait passer à 1,2 en 2050 selon les projections linéaires faites par la racaille, et c'est cette tension qui justifie de baisser la Sécu avec toujours plus de réformes ultralibérales au lieu de favoriser une politique économique, financière et sociale pour la nation. Tout ça au nom du dogme de la finance apatride avec ses deux bras armés qui sont le système d'argent-dette pour créer le besoin d'argent et pour aller s'endetter en engageant donc les bijoux de famille, et puis le système donc ultralibéral. Puis ces pense-petits font des projections linéaires à conditions égales, comme si tout était immuable dans ce monde de changement rapide. Enfin bref, faut noter les éléments suivants quand même. Le coût, les dépenses vieillesse dans l'ensemble des régimes obligatoires, de base de sécurité sociale 2020, malgré la crise d'incompétence du régime, c'est 45,96%, soit 247 milliards. En 2011, par comparaison, les dépenses de retraite, c'était 56% des prestations versées par la Sécu, soit 271 milliards d'euros. Donc ça rabote. Ils compriment les dépenses pour les vieux, ils vont nous coller en plus une belle loi sur l'euthanasie, garantie sur facture du crématorium, mais le déficit c'est seulement 10 milliards, soit 1,91% des dépenses totales de la Sécu pour les vieux. Alors que dans le même temps, en 2020, on fait niquer plus de 350 milliards avec la dette, les intérêts, la corruption, l'UE, les cadeaux aux méga riches, sans parler tout ça de l'évasion fiscale, donc l'équivalent de plus de 75% du budget de la Sécu pour la racaille apatride et moins de 2% pour les vieux. On voit que la priorité de la racaille qui gouverne, ce n'est pas la santé des Français, mais la santé de la finance. Ok, on a compris, leurs larmes de crocodile de bien-pensants, sauveurs de l'humanité qui nous confinent pour sauver 0,% des gens, c'est du foutage de gueule parce qu'avec un peu de pognon, on pourrait investir dans les infrastructures de santé, le matériel, les soignants, les traitements préventifs, au lieu de faire couler le pays. Mais bon, c'est là leur but ultime, les gouvernants français haïssent la France et c'est une tradition historique chez nous. Les attaques maintenant, voyons, contre la Sécu. Abandon de la souveraineté monétaire et entrée dans le système d'argent-dette oblige l'État à aller se prostituer sur les marchés internationaux pour avoir un peu de pognon. La politique des grands emprunts qui permet d'amorcer la dette, et puis le développement des progrès médicaux et l'allongement de l'espérance de vie ont permis de justifier une politique ultralibérale de destruction de la Sécu sous couvert de vouloir la sauver. La chute du mur de Berlin en 89, l'effondrement du bloc soviétique en 91, l'UE en 92, la création de l'OMC, Organisation mondiale du commerce, en 95, signature de l'AGS, accord général sur le commerce et les services, ont été les conditions nécessaires pour lancer l'offensive des gouvernants contre les systèmes de protection sociale et les services publics de manière générale. Parce que, au total, toute latitude est donnée aux capitaux pour se déplacer à travers le monde sans contrôle. Les capitaux n'ont pas de passeport. Par-delà les frontières nationales. Ainsi, progressivement, les marchés financiers et les multinationales vont pouvoir non seulement se soustraire de fait aux éventuelles législations nationales, jugées contraignantes et qui deviennent du coup impuissantes, mais encore mettre en concurrence des législations nationales à leur profit, dumping social et dumping fiscal. Résultat, montée du chômage et développement du travail précaire, et la sécurité sociale voit son financement fragilisé.
Du coup, les difficultés de financement vont justifier les attaques incessantes contre la Sécu pour l'enfoncer encore plus, avec toujours le même schéma qu'on va voir. Diminution des prestations pour réduire les dépenses en progression constante, augmentation des cotisations, ou cotisations nouvelles comme la CSG, CRDS pour accroître les recettes. Voyons donc comment, en suivant, les gouvernants successifs en France ont pu dès lors démolir l'édifice de la Sécu pierre par pierre. Alors, cet édifice de la Sécu, ils s'y sont attaqués, Macron et ses prédécesseurs, représentants du milieu des affaires, et ils le détruisent pierre par pierre avec une stratégie machiavélique pour tromper tous les Français. Premièrement, suppression, exonération ou réduction des cotisations sociales, on nique les recettes de la Sécu. Le refus d'augmenter le taux des cotisations sociales depuis les années 90, la mise en place des politiques d'exonération des cotisations sociales patronales, qui représentent quand même 90 milliards de recettes perdues sur la période, ou encore des politiques de primes et d'épargne salariale exemptées de cotisations sociales, à cause des préoccupations électoralistes liées à l'emploi, sans néanmoins s'attaquer aux seules causes de la précarisation de l'économie, c'est-à-dire l'UE, le système d'argent-dette et la souveraineté énergétique en favorisant la recherche et développement, ce qu'ils auraient dû faire, ont conduit ces gouvernants à tout faire pour favoriser l'emploi en niquant les cotisations sociales. Le remède est pire que le mal, parce que même avec un papy-boom, comme on dit, on eût pu fonder une société juste tout simplement parce que, avec l'informatisation et la robotisation, on peut créer plus de richesses avec moins de travail, et la France également a des atouts et des richesses réelles incroyables dans tous les domaines, j'y reviendrai. Elle manque tout simplement, au final, de pognon, qui n'est pas une vraie richesse réelle, mais une ressource collective qui plus est utile pour favoriser les échanges de richesses réelles. Et peu à peu, on se fait plumer nos richesses réelles pour avoir le droit d'avoir du pognon qui permet simplement d'échanger nos richesses réelles. C'est aberrant. Alors, voyons la politique d'exonération des cotisations sociales de la Sécu. Dans les années 70, c'était pour l'apprentissage, dans les années 80 pour les chômeurs, créateurs d'entreprises et des chômeurs longue durée, et dans les années 90 pour les salariés à temps partiel. À partir de 93, dans un contexte de chômage massif, 10% de la population active, est mise en place une politique générale d'exonération des cotisations sociales sur les bas salaires pour les patrons, avec, à partir de 96, une ristourne dégressive sur les bas salaires. Et oui, la racaille qui nous gouverne s'enferme dans le système d'argent-dette et l'ultralibéralisme, avec leur soi-disant pro-européisme, et constate que le coût du travail au niveau du SMIC est trop élevé, alors qu'il fallait reprendre notre pouvoir de création monétaire et dégager les parasites apatrides ultralibéraux. Mais enfin, il y avait que des suspanards et pas de vrais gouvernants, comme toujours dans les temps de paix en France. Donc on réduit le coût du travail en niquant la Sécu. À partir de 98, la lubie c'est la réduction du temps de travail, loi du 13 juin 98 et du 19 janvier 2000 pour partager la misère entre tous, et nous aurons tout fait. Donc pour les entreprises qui mettent en œuvre des accords de réduction de temps de travail, exonération plus avantageuse que la ristourne dégressive. Et oui, avec ça, c'est la fête à l'exonération. En veux-tu, en voilà. Contrat aidé, contrat initiative l'emploi, contrat emploi solidarité, contrat emploi consolidé, contrat d'avenir, contrat d'accompagnement, contrat insertion revenu minimum d'activité. La racaille qui navigue dans un verre d'eau et qui se croit sur un paquebot a beaucoup d'imagination, tout de même il faut le reconnaître. Et ça continue. Zone prioritaire, secteur spécifique, agricole, hôtel, café, restaurant, services aux personnes. Enfin, tout sauf dégager le parasite d'argent-dette. Quelle soumission terrible de nos élites zélotes envers l'ultralibéralisme, point d'exclamation. J'en passe et des meilleurs, mais vous avez aussi le développement des niches fiscales, autrement dit un cadre législatif avantageux pour permettre aux employeurs de verser à leurs salariés, en toute franchise de cotisation de sécurité sociale, divers avantages, chèque resto, chèque vacances, chèque emploi service universel, prime épargne salariale, participation, contribution des employeurs au financement des régimes de protection sociale complémentaires, stock option, distribution d'actions. Tout ça, c'est très bien, mais c'est conçu sur le dos de la Sécu, dans le cadre du système d'argent-dette. Donc c'est un pis-aller. On pouvait dire, enfin, je peux dire merci, mais en écartant bien les fesses.
faudrait faire tout ça, bien sûr, mais non en réduction des cotisations sociales, mais dans le cadre d'un concept, dans le cadre d'une vision globale de citoyens héritiers du bien commun. Pourquoi personne ne voit les choses comme ça, bordel de merde? Donc la fête du slip à l'exonération. À titre d'exemple, le coût de la politique d'exonération pour la Sécu était de 24 milliards à peu près en 2006, sans compter les niches sociales, alors que la Sécu avait à peu près un déficit de 10 milliards. On nous prend vraiment pour des cons, et le pire c'est que ça marche. Alors, faut dire qu'en 2004, la compensation est exigée, non seulement pour les exonérations, mais aussi pour les réductions d'assiettes. Donc, depuis 2005, seules les lois de financement de la sécurité sociale peuvent déroger à la règle de compensation intégrale. Et elles ne s'en privent pas. Juste 2 exemples en résumé sur ce point de suppression ou diminution des cotisations sociales, qui forment pourtant le salaire socialisé. Donc, cotisation sociale d'assurance maladie supprimée en 2018, les cotisations patronales drastiquement réduites de 6% en 2019, donc cette part n'alimente plus le salaire socialisé, la rémunération réelle des salariés est amputée car les cotisations patronales ne font plus partie de la rémunération du travail. C'est donc aussi un transfert des cotisations patronales vers l'impôt des ménages. En parallèle à ces baisses de cotisations sociales qui font rentrer moins d'argent dans les caisses de la Sécu et donc n'ouvrent plus de droits, le gouvernement a procédé, deuxième point, à une augmentation constante de la CSG pour compenser. La CSG a été créée en fin 90 à l'initiative du gouvernement Rocard pour diversifier le financement de la protection sociale, et cette taxe à l'assiette très large, ça touche à peu près tous les revenus et elle n'a cessé de rapporter toujours davantage puisque son taux n'a cessé d'être augmenté et son assiette est bien large. Tout y passe, les revenus d'activité, de remplacement, du patrimoine, de placement, des jeux. Elle les distingue des cotisations sociales au sens du droit interne. Son paiement n'ouvre pas droit à affiliation aux régimes sociaux ni aux prestations sociales. Elle est progressive sur certains revenus et s'applique aux revenus aussi du patrimoine. C'est un deuxième impôt sur le revenu, comme l'affirmait Michel Tally, directeur du service de la législation fiscale de 89 à 95, la CSG. Elle touche tous les revenus et ne comporte aucune contrepartie directe en termes de prestations. Elle est incontestablement un impôt sur le revenu qui rapporte d'ailleurs plus que l'impôt sur le revenu lui-même. Les contribuables français sont donc redevables de 2 impositions sur leurs revenus. L'impôt sur le revenu stricto sensu, d'une part, et les prélèvements sociaux, dont la CSG et la CRDS, d'autre part. La CSG, donc instaurée par la loi de finances pour 91, n'a pas cessé d'évoluer en termes de recettes, parce qu'elle n'a pas cessé d'évoluer également au niveau de son taux. Résultat, la part des cotisations sociales baisse, et puis la part de la CSG augmente. Et ça donne ça. La part des cotisations est passée de 97% en 1980 à 68% en 2000, à 50% en 2020. Et on voit largement la suite. La conclusion, c'est quoi? C'est qu'on nique le salaire socialisé, les cotisations ouvrent droit, mais les impôts n'ouvrent pas de droit. Autrement dit, on se retrouve avec la CSG qui est un impôt dédié, c'est-à-dire non affecté par nature à ce financement et à la contrepartie des prestations. Ensuite, on se dit baisse de cotisation, ok. Hausse de la CSG, pour compenser, ok, mais en fait, pas du tout. Troisième point, le régime, donc, ensuite, module, le régime macronique module ou réaffecte les recettes de la CSG et on obtient la non-compensation des cotisations supprimées ou réduites. Une fois les cotisations supprimées, le gouvernement a pris la main dès lors sur le montant des sommes qu'il alloue à la Sécu par la CSG, il fait ce qu'il veut. Par exemple, après le mouvement des Gilets jaunes, il a supprimé la majoration injuste de CSG pour les retraités les plus pauvres. Le mouvement est loin d'être fini. Et ça fait quand même, sur le papier, 6 millions de retraités. Pour dire, conséquence, l'instauration de la CSG comme l'entrée de l'État dans la gouvernance de la Sécu, d'une part, et l'ouverture des prestations sans obligation de cotisation, d'autre part, peuvent être vues comme la remise en cause d'une sécurité sociale en tant que modèle.
en tant que modèle assurantiel géré par les travailleurs, comme c'était le cas à son origine. Avec donc diminution du salaire socialisé, salaire plus cotisation sociale, et des droits collectifs, retraite, remboursement des maladies, allocations, chômage, etc. qui en résultent. Résultat, quatrième point, on alourdit les dépenses. Transfert à la Sécu de charges de l'État à coût de l'année de transfert, qui ne couvre pas les charges futures, qui augmentent. Le budget 2020, par exemple, a opéré le transfert de nouvelles charges à la Sécu. La loi de finances pour 2020, qui devait garantir la neutralité financière du transfert de l'État à l'assurance maladie, a procédé au transfert des dépenses afférentes au fonctionnement de l'Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé, la NSM, soit 156,1 millions d'euros, et de l'Agence nationale de santé publique, la NSP, soit 112,5 millions d'euros, et ces charges, bien sûr, en 2020 ont explosé. Les besoins de financement de la NSP, par exemple, sont passés à plus de 4 milliards, sans que l'État paye pour compenser. Donc, le timing en plus est souvent impeccable, juste avant Covid, juste avant l'explosion des besoins de financement, parfait. Cinquième point, résultat, déficit et trou de la Sécu. Le cumul des déficits, on appelle ça le trou de la Sécu. C'est un grand solde négatif, c'est la dette. Sur le graphique, on peut voir que depuis 2000, il y a 3 périodes qui ont causé une aggravation des déficits annuels. Début des années 2000, à cause d'un contexte macroéconomique négatif avec l'explosion de la bulle Internet qui impacte une économie financiarisée aux petits oignons avec le système d'argent-dette avec l'UE, faible croissance, masse salariale qui se contracte, montée en charge des dispositifs des retraites anticipées. Alors, c'est l'occasion pour ces messieurs du gouvernement d'augmenter les recettes avec une nouvelle hausse de la CSG, du forfait hospitalier, des droits de tabac, etc. Ensuite, encore une aggravation des déficits après la crise financière de 2008 à cause de la gloutonnerie des banques. Et qui c'est qui a payé? C'est nous. Et 4 fois, on l'a payé sur le budget général de l'État, celui des collectivités, sur le budget de la Sécu et sur celui de l'UNEDIC. Quadruple peine. Je renvoie aux vidéos que j'ai faites sur les causes et les conséquences de cette crise de 2008. À chaque fois, on fait un tour de vis de rigueur budgétaire et quand on croit avoir réussi à redresser les comptes en niquant tous les citoyens, eh bien quand on croit y être arrivé, c'est une nouvelle crise. Et oui, la dernière, c'est celle non pas du Covid, mais de l'incurie organisée du régime pour siphonner la Sécu, comme je l'expliquais, et on a un déficit in fine de 46 milliards et quelques. Et avant les années 2000, c'est pareil, on voit plusieurs pics de déficit de la Sécu qui sont toujours en corrélation étroite avec la situation générale. On le voit d'abord ça en 75 avec le premier choc pétrolier suite aux magouilles américaines, ce qui a des effets dramatiques sur l'emploi et donc sur les cotisations, moins de recettes et plus de dépenses. Tout ça parce que la racaille a cassé les circuits internes du financement de l'État de 67 à 73, avec en point d'orgue la loi du 2 janvier 73, et elle a lancé la racaille seulement 14 jours après sa politique de grands emprunts. Et avec le choc pétrolier, le besoin de pétrole, bien sûr, se paye cher pour une société qui a fondé tout son développement uniquement sur le pétrole, donc les besoins de financement explosent et le chômage avec. Et à la fin des années 70, avec le deuxième choc pétrolier, suite toujours aux magouilles américaines, avec comme effet conjugué la révolution iranienne, la guerre Iran-Irak, et le redémarrage de la demande mondiale à la suite du premier choc pétrolier, le prix du pétrole est multiplié par 2,7 entre 78 et 81, et Mitterrand, comme Giscard avant lui, met en place un plan de relance massif dès son élection en 81, pour en vrai amorcer la dette et officiellement tenter de relancer la croissance économique, faire un petit plouf en fait, qui n'était soutenu que par la consommation des ménages, donc superficielle, et non l'investissement des entreprises qui favorisait les importations, ce qui creusait massivement le déficit commercial de la France qui double à ce moment-là, et parallèlement la politique sociale du gouvernement creuse massivement les déficits, le chômage continue de croître sans interruption au cours de cette période, on arrive à 2 millions de chômeurs, quasiment, et ça nique la Sécu. En 93, pareil, mais c'est pas lié à un choc
exogène, c'est le choc de la création de l'UE ultralibérale avec la synchronisation impossible des économies d'Europe continentale sur le modèle allemand, qui a causé le ralentissement des demandes intérieures de l'investissement des entreprises de moins 15% et des pertes d'emplois liées aux délocalisations made in UE, terme rentré délocalisation dans le DICO pour fêter ça en 93. Et compte de la Sécu dégradée, le gouvernement Juppé avait même alors créé une nouvelle taxe, la contribution pour le remboursement de la dette sociale, au taux de 0,5% pour payer la dette sociale. Et ils avaient inventé la CADES, organisme chargé d'amortir la dette de l'ACOS. La CADES est un établissement public chargé de l'amortissement de la dette sociale pour une durée prévue initialement, 1996, de 13 ans, soit jusqu'en 2009. Manque de bol, crise de 2008, on continue jusqu'en 2024. Manque de bol, crise Covid, on repart jusqu'en 2033. Manque de bol, prochaine crise. Enfin bon, la ficelle est un peu grosse, c'est même plus une ficelle, c'est une corde. Les ressources affectées à ce machin CADES pour le remboursement de la dette sociale, c'est quoi? C'est la CRDS, bien entendu. C'est aussi une fraction de la CSG, progressivement élargie au fur et à mesure des reprises successives de dette. C'est aussi le fonds de réserve pour les retraites, 2,1 milliards d'euros par an entre 2011 et 2024. Donc l'argent des vieux, ça sert à payer la racaille. Et ouais, donc nos cotisations servent à rembourser le capital de la dette et les intérêts. Donc on fait financer par la CADES la dette sociale et, comme si ça ne suffisait pas, le désendettement public de l'État par la Sécu en lui imposant 15,7 milliards de remboursements, comme en 2019, année des 15,7 milliards par exemple, et en bonus en 2021, l'État fait payer son incurie organisée dans la gestion de crise Covid par la Sécu. Autrement dit, on a une reprise de la dette Covid par la Sécu. La dette Covid de 136 milliards, on remet des sous dans la machine de la Sécu pour relancer la stratégie de destruction de cet édifice exceptionnel, constitué donc cette dette par une diminution des recettes de l'ordre de 30 milliards d'euros pour la période de confinement, et c'est pas fini. On a une augmentation des dépenses dans le champ de la Sécu aussi. Donc l'augmentation du budget de l'agence Santé publique France, rattachée aux comptes sociaux depuis 2020, comme j'ai dit à hauteur de 4 milliards, aux fins de prévention et d'équipement du personnel et de nos établissements de santé, versement de primes au personnel des établissements publics de santé, dans les EHPAD, augmentation des indemnités journalières étendues aux personnes contraintes par la garde de leurs enfants. Alors ça me fait rire quand l'État sort le chéquier comme un grand prince et que c'est pas lui qui paye, c'est nous. Et quand le chèque est gigantesque et il est fait à cause de leurs conneries, c'est un peu de l'enfumage qu'ils payent de leur poche, on ira leur réclamer toutes ces sommes, et pourquoi pas du coup rétablir l'esclavage pour dette pour la racaille apatride qui gouverne la France. Bonne idée, non? Au final, je cite un député, Boris Vallaud, dans les débats en 2020. Je le cite pour ceux des bienheureux de la vie qui auraient quelques soumissions résiduelles à une parole de député. C'est le biais d'autorité. Ah, le président, il l'a dit, donc c'est vrai. Enfin, vous voyez le style de ces petites micro-cervelles, crédules. Bref, ce député disait « La reprise de la dette des hôpitaux ne devrait-elle pas être assumée par l'État plutôt que financée par la CADES, donc par les contributions des Français ?» Nous engageons l'examen de ces textes dans un débat parlementaire qui n'en est pas véritablement un, puisque votre décision est prise, vous la qualifiez de meilleure qui soit en dépit des débats qui animent la communauté des économistes. Le résultat est connu d'avance, vous allez transférer 136 milliards d'euros à la CADES, mettant ainsi un terme prématuré à un débat sur la façon de traiter la dette créée par la crise en cours dont la nature particulière pouvait justifier un traitement spécifique. Cette dette n'est toutefois pas liée à un déséquilibre structurel du régime de sécurité sociale, mais à des décisions de l'État pour faire face à une crise conjoncturelle. Ce sont donc des décisions de l'État, et il rajoute que nous ne contestons pas sur le fond, mais au final, on doit contester à peu près tout quand on a un cerveau, surtout le système d'argent-dette et l'ultralibéralisme. Sinon, c'est comme si on se plaint de nager dans un verre d'eau sans vouloir s'en libérer pour nager dans l'océan. Enfin bref. Poursuivez en disant, le gouvernement aurait pu, et à notre sens, aurait dû décider
De prendre à son compte le déficit exceptionnel créé par la crise, cette solution présentait plusieurs avantages. Le premier tient au fait que l'État emprunte à des conditions plus favorables que les agences sociales, avec un écart de taux qui varie entre 0,1 à 0,3 points. On voit bien là que Macron veut faire payer la Sécu pour mieux la détruire, avec ses copains de BlackRock, je vais y venir. Le second avantage, poursuivait le député, tient à la nature même des dettes et aux conséquences qu'elles emportent. Depuis 1996, la dette sociale fait l'objet d'un amortissement, donc d'un remboursement intégral, intérêt et capital, et doit tendre vers zéro. La dette de l'État, en revanche, est gérée à long terme. L'État n'en supporte que les intérêts et réemprunte indéfiniment le principal, ce qui revient à faire rouler sa dette, la dette. Le débat porte en général sur le niveau de la dette, sur son caractère supportable ou excessif, non sur son extinction. A contrario, votre choix nous fait craindre que vous hypothéquiez les dépenses sociales et réduisiez les marges de manœuvre au moment même où s'engage le Ségur de la santé et où le gouvernement annonce qu'il veut investir dans l'hôpital et le grand âge. Alors que le coût annuel de la dette lié au Covid-19 supporté par l'État serait d'un peu moins de 1,5 milliard d'euros par an, correspondant aux intérêts, le transfert de la dette à la CADES qui devait s'éteindre en 2024 prive la politique sociale de la nation d'une dizaine de milliards d'euros par an de CSG, de contributions pour le remboursement de la dette sociale et de cotisation chômage jusqu'en 2033. Vous choisissez de rembourser la dette plutôt que de satisfaire les besoins sociaux, de vous priver de tout financement alternatif, qu'il soit de nature monétaire ou qu'il résulte d'une fiscalité dédiée, et de faire payer les Français proportionnellement à leurs revenus sans prendre en compte leurs facultés contributives, puisque, contrairement à notre proposition, vous avez décidé de ne demander aucun effort supplémentaire aux plus riches comme les circonstances le commandaient. L'intervention de ce député, ou comme les journalistes éditorialistes pour ne pas être mauvaise, même peut-être des fois être bonne, sur le fond, même très bonne, il reste toujours néanmoins enfermé dans l'hypothèse du système d'argent-dette, ce qui détruit leurs paroles avant même la fin de leur phrase. Bref, ça me gonfle. Sixième point, on remplace la Sécu par les assurances privées et l'assistanat. Alors je vous ai dit avant que la Sécu rompait avec l'assistanat classique en ce qu'elle nous demande de cotiser en fonction de nos capacités et qu'elle rompait aussi avec l'assurance classique en ce qu'elle ne nous couvre pas en fonction du risque encouru mais nos besoins, ce qui est magnifique. Après avoir cassé les pattes à la Sécu, la racaille, du coup, elle fait quoi ? Elle revient aux assurances privées et à l'assistanat. L'assistanat, au nom de la lutte contre les exclusions générées par de mauvais gouvernants qui utilisent le chômage de masse comme arme de destruction massive de la Sécu et de l'État, de nouveaux dispositifs sont créés, tels les minima sociaux, qui vont venir se substituer à la protection existante ou venir la compléter. Elles ont par ailleurs un caractère non directement contributif. Ce sont donc tous les contribuables qui financent le budget de l'État, donc son budget social, mais sans affectation des recettes aux dépenses. Alors de l'allocation de sécurité spécifique, mise en place en 84, elle est destinée aux chômeurs ayant épuisé leurs droits à l'indemnisation par l'UNEDIC. Vous avez le revenu minimum d'insertion créé en 88, remplacé totalement par le RSA en 2009. La couverture maladie universelle, la CMU, avec la loi du 27 juillet 99. L'allocation de solidarité vieillesse, qui est vieille, créée en 56, voire 42, réformée en 2006 pour devenir l'ASPA. Puis demain, le revenu universel. Il y avait aussi les assurances privées, le retour. Parce qu'avant la Sécu, elles étaient là. La racaille politique et financière a un projet d'envergure pour nous, contre nous. Construire un système privé de prélèvement obligatoire directement sur les salaires auprès de la totalité de la population pour gérer les fonds placés sur des titres financiers plus risqués, s'il vous plaît, actions que les placements, plus risqués que les placements habituels des Français obligations immobiliers. Alors que le système économique et financier ne tient que par l'injection de liquidités par les banques centrales dans les banques commerciales et par les confinements qui surendettent, tout marche à la dette.
Autrement dit, ils ont bien envie de se goinfrer sur cette part du gâteau qui leur échappe encore. Eh bien, BlackRock a mis en ligne en juin 2019 sur son site une documentation de recommandations au gouvernement français. BlackRock est une multinationale américaine spécialisée dans la gestion d'actifs financiers, fondée en 88. Elle gère aujourd'hui 7000 milliards de dollars américains, 2,5 fois le PIB de la France. On veut et on va nous faire un enrôlement généralisé et automatique dans l'épargne retraite financière. Transformer vos retraites en produits financiers. Pour info, les nouveaux et les futurs retraités en Grande-Bretagne, depuis la capitalisation partielle du système, ont perdu entre 20 et 40% de leurs revenus. Vous pouvez déjà commencer à sucer des cailloux. Le rapport de BlackRock indique qu'il faut éduquer à la finance, parce que si vous êtes réticent, c'est parce que vous êtes des crétins, des ignorants. Donc il propose sérieusement une formation là-dessus. Ce serait donc un système privé de gestion financière de l'épargne retraite, obligatoire, centralisé, coordonné avec les instances publiques à l'échelon national et aligné sur l'échelon européen. Pour ces néolibéraux, nouveaux libéraux, anti-libéraux, comme j'ai expliqué, la monnaie doit faire des petits. Votre monnaie doit leur rapporter du pognon, des bénéfices. Alexandre Dumas disait, lui, les affaires, c'est l'argent des autres. Ben oui, c'est ça. Et vous ne comptez pour rien. Les gens qui ne sont rien, disait Macron. C'est ça, cet esprit barbare qui fonde l'hégémonie actuelle de la finance comportementale chez Robert Schiller ou Richard Thaler, qui prône l'éducation financière de tous pour rendre efficients les marchés, en proposant des produits financiers comme le fait actuellement BlackRock pour les retraites. Ce projet de BlackRock, c'est un projet systémique, globalisant, totalisant, totalitaire. Et jusque-là, la racaille avait simplement raboté et réformé à la marge. Là, ils veulent changer toutes les règles et les remplacer par une dépendance totale au marché financier. Faut-il rappeler que le fascisme, c'est la mobilisation de la force de l'État au service de la finance, en plaçant de force les individus dans un système qui les prive de liberté. J'ai assez développé avec Hitler ou même une Mussolini. Ce projet s'inscrit parfaitement dans celui de développement durable sur le dos des peuples, comme j'ai expliqué à la fin de la saison 2, avec un nouveau capitalisme fondé sur les e-usines et une interconnexion de tout totalitaire avec élimination du cash au profit de l'euro numérique, qui viendra dans quelques années, par phase, jusqu'à la mise en place totale dans une dizaine d'années, parce qu'avec la monnaie numérique sans cash, eh bien, ils peuvent vous contrôler totalement, totalitairement, et traiter toutes vos données avec leur intelligence artificielle, style Aladdin 2. Sans oublier la puce dans le cul, enfin ils appellent ça le passeport vaccinal. Tout ça témoigne d'une fusion des élites politiques et des élites financières, par exemple Jean-François Cirelli, qui est passé par la direction du Trésor, s'il vous plaît, à conseiller de président de la République ou directeur adjoint de cabinet de Premier ministre, qui a trempé dans les différentes réformes des retraites en France, et maintenant président de BlackRock France. On y trouve aussi des anciens directeurs de banque centrale. L'idée dans le rapport de BlackRock, Viewpoint French Retirement BlackRock, c'est l'adhésion obligatoire à un dispositif d'épargne retraite où à la fin le mec il se barre avec la caisse.